Il y a exactement 42 ans, le 8 juin 1978, est commercialisé le microprocesseur 8086. Et c'est pas rien. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Intel existe depuis 10 ans déjà, et possède à son catalogue plusieurs processeurs. Il y a eu les 4004 et 4040, qui étaient des processeurs 4 bits, et fabriqués dans l'optique de calculatrice, de chez Busicom. Puis le 8008, conçu par CTC et fabriqué par Intel. Pour le processeur suivant, le 8080, Intel le conçoit en totalité. C'est un processeur important. Et pour s'assurer d'un marché existant, l'assembleur du 8080 est compatible avec l'assembleur du 8008. Ça permet d'utiliser les programmes du 8008 avec ce modèle. Mais la concurrence s'organise et la société Zilog, créée par d'anciens de chez Intel, commercialise le Z80 en 1976. L'idée derrière le Z80 est assez intéressante. C'est un processeur qui ressemble énormément au 8080 et totalement compatible avec ce dernier. Mais, car il y a un énorme mais qui donne un avantage important au Z80, et que dans la conception du 8080, il y avait de la place pour 12 instructions en assembleur supplémentaires qui n'étaient tout simplement pas utilisées. Dans le Z80, ces espaces ont été utilisés pour ajouter des instructions permettant, par exemple, les manipulations sur les chaînes de caractères. C'est donc un processeur bon marché et possédant plus de fonctions que le 8080. Évidemment, il rencontre un grand succès. Même si le marché visé était plutôt celui du matériel embarqué, il a profité du début de la micro-informatique personnelle. On l'a retrouvé dans les mythiques ZX80 et ZX81 de chez Sinclair. Il avait l'avantage de pouvoir faire fonctionner le système d'exploitation CP/M, qui dominait un peu les systèmes d'exploitation 8 bits de l'époque. Le succès du Z80 n'inquiète pas Intel outre mesure, car ce dernier travaille sur la conception du 8800, qui prendra plus tard le nom de 432, et qui a pour objectif de définir une série de processeurs pour le futur de la société. Malheureusement, de retard en retard, Intel a commencé à se dire qu'il faudrait sortir un processeur intermédiaire, juste pour occuper la place, et éviter que les concurrents ne prennent trop de parts de marché. Chez Intel, personne ne voyait ce processeur intermédiaire autrement qu'un processeur fait pour boucher le trou. Dans son travail chez Intel, l'ingénieur Stephen Morse effectue une évaluation du 8800 et présente un rapport sur les défauts de conception actuellement présents dans le projet. Son rapport est particulièrement remarqué, et du coup Intel pense qu'il s'agit de la bonne personne pour concevoir le processeur intermédiaire. Et Morse se met au travail. Contrairement à la plupart des concepteurs de processeurs de l'époque, il est avant tout ingénieur logiciel plutôt que matériel. Et le projet 8086 commence en 1976. Une équipe est montée avec par exemple Bill Pullman, Jim McKevitt ou Bruce Ravenel. Il y en a sûrement d'autres, mais d'après mes recherches, ceux-là ont été essentiels pour réussir à lancer le processeur en 1978. Les prérequis importants du projet sont que le processeur doit être compatible avec le 8080 pour permettre l'utilisation des programmes de l'ancien processeur sans avoir à les réécrire. Il doit être capable d'adresser au moins 128 kilooctets de mémoire. Le 8080 se trouvait limité à 64 kilooctets et certaines applications en souffraient. Le processeur est alors conçu entièrement en 16 bits, avec une fréquence de fonctionnement de 5 MHz. D'ailleurs, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un processeur 8 bits, avec un bus de mémoire de 16 bits. Mais non, c'est bien que du 16 bits à 100%. Et le fait que ce soit un ingénieur logiciel qui conçoive le processeur a un énorme avantage. Ça permet d'avoir toutes les instructions logicielles pour de bonnes performances, alors qu'habituellement le choix des instructions venait après les choix liés au matériel. En plus, Stephen Morse a pensé le processeur pour permettre l'utilisation de coprocesseurs. Le 8087 pour les calculs en virgule flottante et le 8089 pour les entrées-sorties. Ce dernier, le 8089, est beaucoup moins connu que le 8087, tout simplement parce qu'il n'a pas été utilisé par l'architecture de l'IBM PC. L'IBM PC, parlons-en. Intel sort en 1979 une version moins chère du 8086, le 8088. Concrètement, le processeur elle-même, à l'exception du bus de données externe qui n'est pas sur 16 bits mais qui se contente de 8 bits. Le reste est identique, de l'unité de traitement à la vitesse de fonctionnement de 5 à 10 MHz. Et au début des années 80, IBM ne veut pas laisser passer le train de la micro-informatique et conçoit rapidement une machine à partir de composants complètement génériques. Comme IBM travaille déjà régulièrement avec Intel, et après avoir étudié des alternatives, le choix du processeur s'oriente vers le 8088. Et je vois déjà les spécialistes lever une oreille. Comment ça ? Le 8088 fonctionnait à une vitesse de 5 MHz. C'est pas le cas du PC. En effet, sur l'IBM PC 5150, le premier du nom, la vitesse du processeur avait été abaissée à 4,77 MHz. La raison ? Elle est toute simple. Cette fréquence permet de se synchroniser assez facilement avec la norme NTSC, et donc d'envoyer l'affichage sur un téléviseur supportant cette norme très courante aux États-Unis. Et cette fois c'est parti.
les IBM PC vont avoir un énorme succès. Compaq va créer les premiers transportables, puis faire des compatibles PC, implémenter le 80-386 et pour de nombreuses années, Intel va dominer le monde de la micro-informatique. Pour les néophytes, que vous soyez sous Windows, sous macOS ou sous GNU Linux, la très grande majorité des ordinateurs de bureau ou ordinateurs portables sont conçus autour d'un microprocesseur qui est une évolution directe du 80-86. Pour citer Stephen Morse, si le management de chez Intel avait eu la moindre idée que cette architecture vivrait à travers de si nombreuses générations, jusqu'aux processeurs d'aujourd'hui, il n'aurait jamais laissé la tâche de conception à une seule personne. Morse a quitté Intel avant l'arrivée du PC dès le mois de mars 1979. Alors voilà pour cet épisode de l'Almanach. Si l'épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez également participer au financement de la chaîne en participant au Patreon, au Tipeee ou au Utip. Les liens sont évidemment dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!